ce séminaire, c'est d'inviter une fois par mois des chercheuses, des chercheurs de toutes disciplines qui viennent présenter leurs travaux en cours ou leurs travaux même plus anciens, les approfondissent, renouvellent la fécondité du concept de genre dans toutes sortes de disciplines. Nous avons eu des juristes, des littéraires, des géographes, etc. Ces 4 dernières années. L'idée de ce séminaire, c'était d'insister sur les outils de recherche, les démarches méthodologiques. Alors, ce séminaire, qui est donc aussi membre du GIS Genre, un groupe d'intérêt scientifique national, a été soutenu dès le début par la vice-présidente Égalité Sophie Loargan, ici présente, que j'en profite pour la remercier encore une fois pour son soutien indéfectible, et surtout tout au début, car le contexte de mise en place du séminaire n'a pas été très simple. Il y a 4 ans. Alors cette année, nous sommes très heureuses d'accueillir pour la conférence inaugurale 2 chercheuses, donc Perrine Lachenal et Stéphanie Fonvielle, co-autrices de cet ouvrage collectif qui a d'ores et déjà, on va en reparler dans un instant, qui a reçu un accueil très, très positif dans les médias. Alors, Stéphanie Fonvielle, qui est donc à distance malheureusement, mais quand même heureusement présente, est maîtresse de conférences en linguistique textuelle à l'université d'Aix-Marseille et co-coordinatrice de l'axe thématique chantier féministe et membre du centre de recherche Norbert Elias. Perrine Lachenal est aussi membre de ce laboratoire, chargée de recherche au CNRS en anthropologie et spécialiste des violences de genre et des masculinités, notamment dans le monde arabe. Voilà, notamment récemment publié un livre en coordination avec d'autres chercheurs dans l'épaisseur d'une ligne, explorer les frontières du genre aux presses universitaires de Provence en 2022. Alors, nous avons eu l'idée de les inviter à la suite d'une discussion avec Julie Sorba, vice-présidente de recherche, que je salue, même si elle n'est pas là, qui nous a indiqué la sortie de ce livre, qui est sorti tout récemment. Donc Mazan, Anthropologie d'un procès pour viol, sorti aux éditions Le Bruit du Monde, donc une édition marseillaise, je ne m'abuse, très belle édition, qui est un livre vraiment à la fois singulier et passionnant. Moi, j'ai été tout à fait séduite, et j'ai trouvé que c'était un livre assez rare de manière dans l'édition scientifique, me semble-t-il. D'abord, c'est un livre qui réagit presque à chaud, moins d'1 an, 9 mois après les procès qui se sont déroulés à Avignon, et même d'une actualité immédiate, puisque on sait qu'un des condamnés a fait appel, et donc il se passe actuellement un nouveau procès à Nîmes, actuellement, autour de ces viols de Mazan. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé tout à fait original par son choix délibéré d'une octorialité collective. Il n'y a pas sous la direction d'eux. On le voit sur la couverture. Tous les auteurs-autrices sont sur la couverture. Et ce que j'ai trouvé absolument fascinant, et on y reviendra, c'est les choix d'écriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme dans les livres scientifiques coordonnés par une personne, une succession de chapitres avec les noms d'auteurs et d'autrices les uns après les autres. Au contraire, c'est une succession très cohérente de chapitres plutôt brefs, dont les auteurs-autrices ne sont pas donnés. Ils apparaissent à la fin du livre, mais pas dans la table des matières. Et c'est ainsi que naît un récit continu, très fluide du procès. Un procès envisagé, on va le voir dans sa globalité, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs du tribunal d'Avignon, ou à Mazan même. Les chercheuses vont jusque-là. Et vu sous tous les angles des acteurs du tribunal, hors du tribunal, ceux qui laissent rentrer, ceux qui ne laissent pas rentrer, ceux qui veulent assister, suivant d'ailleurs un certain ordre un peu arbitraire. Autant d'approches et autant d'échelles, de diversité d'angles pour saisir un événement, comme vous le dites très bien dans votre introduction, qui est un modèle du genre, me semble-t-il, événement compris comme sous 2 acceptions, celle des chercheurs anthropologues Alban Bensa et Éric Fassin, une brèche dans l'organisation sociale, une modification sensible, je cite, des rapports de force et de la configuration des possibles. Mais le terme se réfère tout à fait ouvertement aussi au roman très connu d'Annie Ernaux, L'événement, qui raconte son avortement clandestin dans les années 60, c'est-à-dire un récit d'une expérience intime placée soudainement sur la scène publique,
comme ce fut le cas du choix de Gisèle Pellicot de refuser le huis clos et d'ainsi d'ouvrir à toutes et tous non seulement les preuves, les débats, les positionnements des accusés, créant là aussi presque un précédent. Alors ces nouveaux modes d'écriture, cette réflexivité sur les modes d'enquête à plusieurs voies, sont ainsi au service d'une approche pluridisciplinaire du procès Mazan, et à ce titre, ils ouvrent, je trouve, aussi idéalement ce séminaire. Donc merci encore à toutes les deux d'être présentes, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Naïma, merci Marlène de votre invitation. On est très heureuse d'être là, à la fois à Grenoble et à Marseille, puisqu'on est du coup en direct dans ces deux villes. Moi encore plus, et j'en profite pour le dire, parce que j'étais étudiante en sciences sociales ici même à l'Institut d'études politiques, et je crois que c'est là, il y a du coup une petite vingtaine d'années que Mathilde Dubessé, qui enseignait l'histoire à l'IEP, me parlait pour la première fois de ma vie d'histoire des femmes et d'histoire du genre. Et je crois que c'est un peu à la suite de ces enseignements que j'ai ensuite pris la route que j'ai prise. Donc voilà, c'est d'autant plus important pour moi d'être de retour ici et de présenter ce travail-là dans ce séminaire dédié aux questions de genre et à la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, qui est aussi du coup ce dans quoi, avec Stéphanie, on est engagé au Centre Norbert Elias. Alors, on avait prévu quelque chose d'un peu polyphonique avec Stéphanie en présentiel. Le fait qu'elle soit à distance fait qu'on va partager de manière un peu plus grossière la parole. C'est-à-dire, je vais d'abord pas mal parler et puis elle va ensuite pas mal parler. Et ce sera peut-être un peu moins dialogique que ce qu'on aurait voulu, mais ça rend aussi la prise de parole un peu plus fluide. Du coup, notre communication, c'est surtout aujourd'hui un récit. Comme l'a très bien rappelé Naïma, c'est un livre qui est tout récent, c'est une enquête qui est toute récente. Il est sorti, ce livre, en librairie le 2 octobre, donc il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Et on est aussi très heureuse avec Stéphanie, parce que du coup, c'est la première prise de parole en milieu universitaire, en milieu académique. On l'a présentée en librairie à Marseille et à Avignon, mais jamais encore à l'université. Et ça a beaucoup de sens pour nous d'être dans les universités, justement pour parler aussi entre collègues et de pouvoir aussi parler de la dimension méthodologique, laboratoire et de nos métiers de chercheuses et chercheurs dont vous êtes sans doute familières et familiers en étant aussi à l'université. Voilà, donc un ouvrage qui est tout récent, qui nous a occupé pour la plupart d'entre nous toute l'année dernière, dont on est très heureuse de le présenter aujourd'hui et dont on va insister aujourd'hui évidemment sur la dimension collective qui a animé à la fois le travail d'enquête de terrain et le travail d'écriture. Donc voilà, ça va être un récit de cette aventure-là, en passant depuis les premiers jours du procès, notre enquête de terrain, le chantier d'écriture et puis la parution du livre. Donc là, on prendra la parole toutes les deux. Et puis, en fin le dernier axe de notre communication, qui sera plus porté par Stéphanie Fonvielle, pourra mieux assumer peut-être cette question de l'interdisciplinarité en tant que linguiste. Elle présentera du coup des axes plus propres à la question de l'événement dans l'écriture et l'événement dans le langage qu'a constitué, selon nous et selon elle, ce procès dit des viols de Mazan. Alors, et puis on aura, j'espère, du temps pour discuter de cette prise de parole ensuite. Alors, le premier acte de ce récit, c'est la constitution de l'équipe. Et c'est la naissance de ce projet d'enquête de terrain à plusieurs. Le 2 septembre 2024 s'ouvre à Avignon le procès qui va être qualifié de plein de façons, dont on se réfère souvent en disant le procès des viols de Mazan, mais qui est aussi souvent parlé en termes de procès de Mazan ou le procès de l'affaire Pellicot. Et à ce moment-là, en septembre 2024, ça commence. La demande du lever du huis clos a lieu le premier jour.
Et de fait, Gisèle Pellicot, en acceptant de rendre publique l'intégralité des audiences, offre à la France, et puis on va le voir au monde entier, accès à ce procès, à tous les échanges qui vont y avoir lieu, et surtout, du coup, ouvre la porte à presque 200 journalistes. Quand on était sur le terrain, où il y avait pratiquement 200 journalistes tous les jours, du matin au soir, en salle d'audience, en salle de retransmission. Donc on peut pénétrer dans le tribunal, dans la salle d'audience, grâce à ce geste gigantesque qu'elle fait au début du mois de septembre. Et au début, pendant les premières semaines, on va dire, du procès, on vit ce procès plutôt individuellement. Dans notre laboratoire, comme l'a rappelé Naïma, on a un axe de recherche qui est déjà dédié aux études de genre, études féministes, qui s'appelle Chantier féministe, dont on assure la coordination avec Stéphanie Fonvielle et Céline Lesourd, qui a coordonné l'enquête et l'ouvrage ensuite avec moi. Donc on est un petit noyau de chercheuses et chercheurs intéressés par ces questions-là, mais quoi qu'il en soit, on met quand même quelques semaines avant de faire de ce sujet de procès des viols de Mazan un sujet qui pourrait être partageable scientifiquement, politiquement, et qui puisse mener pour nous à un déplacement. Donc on en parle à 2, à 3, pendant les pauses, à la machine à café, et puis c'est au début du mois d'octobre qu'on commence quand même toujours dans la sidération de ce qui se raconte à Avignon, de ce qu'on entend de la part des avocats, de ce que ce procès commence à révéler sur les questions des violences sexuelles, qu'en fait, peut-être qu'on pourrait y aller. Et on a en tête plusieurs choses. On a en tête le procès de 1978, qu'on appelle aussi le procès d'Aix, où on connaît Gisèle Halimi, qui s'y était illustrée et qui a été considéré comme un événement judiciaire important qui a marqué l'histoire du droit, parce qu'il a requalifié et fait requalifier le viol en crime. Et on avait l'intuition, avec d'autres évidemment, que ce procès, il allait faire événement aussi, et il allait faire l'histoire. Ça, c'est la première chose qu'on avait en tête. La deuxième, c'était qu'on voyait bien qu'il y avait eu des mouvements récents. On pensait aux Gilets jaunes, on pensait à Notre-Dame-des-Landes, où les anthropologues avaient massivement et assez rapidement répondu à une envie d'aller sur place, de passer du temps, de documenter des mouvements sociaux, d'être présents et de rendre compte de ce qui s'y passait. Et du coup, on s'est dit, c'est quand même un peu trop bête. On est à Marseille, on est un groupe de chercheurs en études de genre, études féministes. On est à 40 minutes en train d'Avignon. Les audiences sont ouvertes. Ce serait quand même bien. On est, pour certaines d'entre nous, fonctionnaires, et peut-être que ça faisait partie aussi de notre travail, de mission de service public. En fait, d'y aller, d'écouter, et puis avec nos expertises, depuis notre métier, avec nos savoir-faire, rendre compte de quelque chose par rapport à ce procès historique sur les violences sexuelles. Donc c'est ainsi, là il y a un petit... En tous les cas, l'équipe se constitue au pied levé en quasiment 48 heures. Elle est au complet sur la photo que vous voyez. On est donc 14, 12 femmes et 2 hommes. On est, et ça c'est aussi assez singulier, il y a la plus jeune à une vingtaine d'années, la plus âgée 60. On a des étudiants donc en master, des professeurs d'université. On est 6 statutaires, il y a 2 doctorantes, des post-doctorants. Donc une grande diversité de fonctions, d'âge, de niveau dans nos formations respectives. Mais donc cette équipe de 14 se constitue à ce moment-là, et puis elle va rester jusqu'à la couverture de ce livre, jusqu'à la fin de cette aventure. On a la chance, du coup, d'avoir pu compter sur le soutien de l'administration de notre laboratoire, même si les temps de l'administration sont toujours un peu plus longs, voire souvent beaucoup plus longs. Là, il y a vraiment eu un effort très fort qui a été fait de la part de nos administratrices, qu'on sentit qu'en fait, dans 3 mois, ce serait trop tard et qu'il fallait s'y rendre vite. Et c'est ainsi qu'avec tout ce soutien aussi logistique, fin novembre, on est parti à 14, s'installer dans une maison qui se situait en extramuros, mais juste derrière le tribunal d'Avignon.
et qu'on est resté un mois tout ensemble dans cette maison à mener donc ce qu'on appelle en anthropologie donc une enquête de terrain sur et autour le procès. Alors, je dois faire ça, tac tac. Voilà, donc vous voyez, c'était à peu près ce qu'on trouvait tous les matins en sortant de la maison où on était, c'est-à-dire le bus de l'administration pénitentiaire qui, chaque matin, emmenait plusieurs dizaines d'accusés qui comparaissaient en détention et qui se garaient donc derrière le tribunal où nous-mêmes nous étions logés. Et donc voilà, donc du 2 septembre au 22 décembre, nous, en gros, on est arrivé fin novembre et on est resté jusqu'au jour du verdict qui a eu lieu finalement le 18 décembre. Donc c'est sûr qu'en termes de rapport au temps, c'était, j'imagine que vous le devinez, c'était assez inédit, et tu l'as rappelé, Naïma, de pouvoir partir si vite, d'enquêter sur un temps si court, et puis très rapidement d'écrire et d'arriver à finalement rendre un objet livre dans un temps extrêmement peu habituel par rapport au délai habituel d'une recherche. Il y avait, je crois, pour nous, et d'emblée, dès le début, une volonté de témoigner rapidement. Il y avait, Stéphanie en reparlera aussi, mais il y avait d'emblée, et dans la manière dont on a enquêté, une volonté presque d'archive de ce qui était en train de se passer à ce moment-là à Avignon. C'est-à-dire de capter quelque part l'immédiat de ce qui était en train de se passer, de ce qui était en train de se vivre dans la ville et d'en rendre compte. Donc on s'était dit d'emblée, notre livre, il n'a pas vocation à sortir dans 4 ans, mais plutôt de sortir plutôt rapidement. Alors, Naïma le disait aussi en introduction, on a eu l'intuition qui était pas non plus difficile à trouver. Le terme événement, il s'impose aussi dans le sens commun, de penser ce procès comme un événement. Mais c'est vrai qu'en sciences sociales, l'événement, on a la chance que ce soit un concept qui a déjà été pensé, qui a déjà été théorisé par plusieurs chercheurs. Tu disais... ah oui, alors ça j'y repasserai peut-être après, notamment le travail d'Albin Bensa et de Éric Fassin qui du coup ont dirigé la revue de terrain Qu'est-ce qu'un événement, et dont l'introduction est un peu une référence justement sur la définition d'un événement, et c'est avec leur définition qu'on est parti sur le terrain à la recherche justement d'une rupture. Donc voilà, la question d'un événement qui fait rupture dans le langage, qui fait rupture dans la réalité, qui fait rupture dans l'ordre du sens et du non-sens, qui déplace des catégories. Un événement qui, dans leur parole toujours, vient modifier les rapports sociaux de pouvoir. Donc ce procès, il nous semblait répondre à cette définition à plein d'égards, en plus du fait qu'il était de manière éminente un événement médiatique, un événement pour la ville d'Avignon. On avait envie de l'envisager en ces termes-là, accompagné du coup de cette pensée-là de ce qu'était un événement en sciences sociales. Et comme tu le disais également, c'est un mot qui nous permet d'emblée, c'est même pas une question de l'assumer, mais de poser notre ancrage féministe, puisque c'est donc une terminologie qui fait déjà partie des grandes références des corpus féministes via la plume d'Annie Ernaux et de cet ouvrage L'événement, et de toutes les prises de parole et prises d'écriture qu'elle a pu faire autour de cette question immense et partagée du féminisme, de rendre le privé politique et de rendre l'indicible public, avec cette question de la honte qui est un très grand motif dans l'œuvre d'Annie Ernaux et qui est un motif extrêmement important, évidemment, dans le procès des viols de Mazan, qui s'est posé d'emblée dès la décision de Gisèle Pélicaud de demander la levée du huis clos, et de cette phrase qu'elle n'a cessé de répéter tout au long du procès, je fais ça pour que la honte change de camp. Et cette question de la honte qu'on a beaucoup questionnée aussi au détour des rues d'Avignon,
de la honte qui est une expérience qui semble assez indissociable, en tous les cas, de l'expérience d'être une femme. Voilà, donc là, on vous a juste mis une diapo qui était une diapositive d'une réunion de travail à la sortie du terrain, mais c'est juste pour vous donner une idée aussi de la manière dont on a travaillé, mais où du coup, autour de la question de l'événement, on essayait de comprendre avec un peu ce champ lexical presque géologique, sismique, de voilà, les questions de structure, ébranlement, coupure, cassure, pliure, ligne de faille, fêlure. C'est avec ce champ lexical-là qu'on est parti sur le terrain, avec l'idée de se mettre à l'écoute des échos que le procès avait dans la ville, depuis le tribunal, mais bien plus largement dans l'ensemble de la ville d'Avignon et jusqu'au village de Mazan, en questionnant ça, justement. Qu'est-ce qui avait éclaté de manière spectaculaire, mais surtout, en fait, qu'est-ce qui avait bougé de manière microscopique, invisible, souvent silencieuse, dans la vie des personnes qui avaient été confrontées de près ou de loin à ce procès, parfois pour y être vraiment confrontées quotidiennement. On a beaucoup travaillé auprès des journalistes qui ont suivi le procès pendant les 4 mois, mais aussi des personnes qui, parce que proches du tribunal ou à Avignon, se sont senties interpellées par ce qui se passait et par les débats qui avaient lieu à quelques centaines de mètres de leur domicile ou de leur lieu de travail. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, peut-être en commentant aussi le sommaire du livre. Mais il y a notamment un chapitre qui s'interroge justement sur la question du nom de l'événement et ce Mazan, qui est aussi du coup le titre du livre, de notre livre, qui a, vous le devinez bien, à 14 encore plus. On a eu beaucoup de discussions sur le titre du livre, c'était pas facile de trouver. Mais donc il y a un chapitre qui rend compte justement de comment cette affaire, elle est devenue Mazan. Et comment, donc c'est notre collègue Laurent Serrault qui a travaillé sur ça, comment déjà dès les occurrences de cette affaire, donc 2 ans avant l'ouverture du procès, au moment où l'instruction judiciaire commence, voilà, comment le village est catégorisé comme petit village du Vaucluse, comment il devient, une fois que le procès est prévu, difficile de qualifier l'affaire de seulement affaire Pellicot, puisque d'une part, c'est une affaire inédite où le criminel, l'agresseur en chef, on va dire, et la victime portent le même nom de famille. Et puis surtout, parce qu'en l'occurrence, il y a 70, en l'occurrence 50 autres hommes violeurs qui vont être jugés en même temps. Donc l'affaire Pellicot ne résumait pas non plus du tout, n'était pas juste pour représenter cet événement. Et du coup, voilà, il y a eu les viols de Mazan, et puis finalement plus que Mazan. Et donc on a plusieurs chapitres qui sont consacrés à Mazan, mais aussi du coup une collègue qui est allée justement voir qu'est-ce que ça faisait pour les Mazanaises et Mazanais, et de voir cette affaire et de voir le nom de leur village catégorisé une des plus grandes affaires de viol du XXIe siècle et un des procès les plus importants de l'histoire récente de la lutte contre les violences sexuelles. Voilà, donc en gros, c'est un peu armé de ces... Pardon. Flûte, pardon. Alors, je fais Alt-Shift pourtant. Mais ça, voilà, ça va se résoudre. Ah oui. Voilà. Merci. Super. Merci beaucoup. Voilà, donc là, on est toujours, merci beaucoup, à l'aube du départ. Et je vais vous dire maintenant quelques mots de la manière dont on a travaillé à 14 sur le terrain, donc à Avignon. Notre parti pris de départ, comme je vous le disais, et ça a été d'ailleurs une des difficultés sur place, on pourra en reparler aussi plus tard, ça a été de ne pas cantonner notre enquête au tribunal, même si, on pourra en reparler, donc il y avait vraiment
presque quelque chose un peu de l'ordre qui était hypnotisant au sein du tribunal, hein, à la fois dans les audiences, dans ce qui se passait, dans l'intensité de ce qui s'y passait, la présence des collectifs féministes, le nombre de journalistes, la teneur de ce qui était dit, les personnes présentes. On aurait pu, je pense, rester pendant les 1 mois au tribunal et on aurait déjà eu, et comme d'autres ouvrages le montrent, beaucoup déjà à penser. Mais, et ça, on a réussi à le tenir assez vite. On s'est imposé à chacune et chacun d'entre nous de passer, en gros, 1 journée ou 2 au tribunal, mais pas plus. Même si après il y avait du coup en permanence il y avait quelqu'un d'entre nous, mais l'idée c'était surtout de s'arracher de ce tribunal et puis par cercle un peu concentrique de s'en éloigner et d'aller questionner justement si on imaginait un peu un épicentre au tribunal, ce que ça avait fait et ce que ça faisait ce procès à la ville d'Avignon. Donc on avait tous les jours on se séparait. Donc ça c'est aussi une dimension importante, hein, la discipline de l'anthropologie qui est peut-être familière pour nombre d'entre vous. C'est une discipline de l'immersion, c'est une discipline de l'attention aux détails, c'est une discipline et je pense que du coup on était c'était une très bonne illustration, je pense, de ce que peut faire justement le travail ethnographique, hein, qui s'attache à rendre nuance, à rendre épaisseur à la vie sociale. Et je pense qu'a permis justement dans un procès où il y avait beaucoup de polarité et beaucoup de généralité sur les féministes, sur la foule, sur les hommes, sur les femmes. Je pense que du coup, l'approche anthropologique, elle a permis de rendre justement un peu de complexité et de nuances à ces grandes polarisations et que c'était tout à fait utile. Mais l'anthropologie, jusqu'à présent, c'est pas vrai parce qu'il y a eu d'autres expériences semblables. C'est aussi une discipline assez solitaire, l'enquête de terrain. Quand on l'apprend, en tous les cas, moi, il y a une dimension un peu l'anthropologue, il va sur son terrain, une dimension un peu même épreuve du terrain où on mène des terrains. Voilà, comme un peu des aventures très personnelles et très individuelles. Et c'est ça dont on reparlera aussi, mais qui avait du coup une dimension très forte, et aussi, parce qu'on travaillait sur la question du viol et des violences sexuelles, une volonté d'assumer, de faire du terrain à plusieurs, et en fait de pouvoir très simplement, sur des moments où il y avait des entretiens qui s'annonçaient plus difficiles ou des observations plus difficiles, pouvoir y aller à 2 ou à 3. Et c'est une règle qu'on s'est posée dès le début et qu'on a gardée jusqu'à l'écriture du livre, hein, puisque c'est pareil, il y a des chapitres pour des raisons diverses et variées, mais aussi parce que certains chapitres étaient trop durs à rédiger seuls, qu'on a rédigé donc à plusieurs plumes. Donc cette enquête, elle a vraiment été collective. Donc tous les matins, on se séparait du coup par binôme, trinôme, qui se recomposaient au fil de la journée. Et on allait vraiment comme un peu des filets de pêche. On allait comme ça se répartir dans la ville. Une matinée, j'allais sur le campus de l'université, faire le tour des mosquées. On avait identifié 9 pôles d'enquête thématiques. Alors ça, c'était vraiment au début intuitif, qui nous paraissait important à questionner pour comprendre les différentes dimensions de ce procès-là. Et puis, donc, on travaillait donc avec des entretiens, des observations toute la journée. Le soir, on se donnait rendez-vous de retour à la maison à 18h. On avait 3 heures de réunion et où là, du coup, chacun partageait avec le groupe ce qui avait été rassemblé pendant la journée. Et puis, on revoyait nos hypothèses, on revoyait ce qui manquait, on revoyait où on pouvait aller et ça recommençait le lendemain. Donc, il faut imaginer, et ça, on pourra en reparler aussi, la force de frappe que représente un groupe de 14 personnes à plein temps, dans une ville qui est grande et qui est toujours inépuisable, mais qui est quand même pas immense, le village de Mazan non plus. Donc on a quand même, en 1 mois, je pense, réussi à se déplier et à déplier notre enquête dans des espaces qui étaient très importants. Donc les pôles d'enquête, juste parce que j'en oublie toujours, on avait identifié les espaces institutionnels, donc entre autres mairie, préfecture, commissariat, les espaces féministes, donc là qui étaient très nombreux, il y avait à la fois les associations d'aide aux victimes,
les associations de colleuses, les groupes qui organisaient les manifestations et puis les collectifs qui étaient présents quotidiennement au sein du procès. Les espaces de sociabilité dans la ville et aux abords du tribunal, donc les bars, les restaurants et les hôtels. Peut-être si vous avez lu autour du procès, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait un très gros enjeu, puisqu'il y avait une trentaine d'accusés qui comparaissaient libres et qui, évidemment, tous les midis sortaient, comme nous toutes, manger dans les 2 bars qui sont en face du tribunal. Donc il y avait un vrai effet spatial de devoir partager sa pause midi avec 30 hommes dont les journalistes avaient vu les vidéos des viols le matin même. Donc il y avait quelque chose d'assez inédit qui se passait dans le vivre avec des hommes qui violent. Mais donc du coup, voilà, on a questionné. On a parlé aux journalistes, mais on a aussi beaucoup parlé aux serveuses de ces cafés, aux cuisinières de ces cafés, voilà, aussi toutes les coulisses de ces lieux de sociabilité, aux tenancières d'hôtels qui, elles, pour la plupart, accueillaient 200 journalistes depuis 4 mois. Donc voilà, ce que ça avait fait à ces professions-là. Des espaces dédiés au corps, salle de sport, boutique de sous-vêtements, salon de tatouage, sauna. Les espaces du monde médical, notamment l'hôpital, on a beaucoup travaillé auprès de sages-femmes, de pharmacies et puis de médecins qui travaillent dans des associations d'accueil de victimes de violences. Des espaces culturels, librairies, musées, bureaux du Festival d'Avignon, lieux de représentation de théâtre. Des espaces de culte, comme je disais, donc mosquées, églises, temples, synagogues. Et enfin, des espaces qu'on a qualifiés de jeunesse, par équilibre générationnel, parce qu'on avait vu qu'on avait affaire à beaucoup de personnes de plus de 30 ans dans les autres pôles. Et du coup, on a passé beaucoup de temps à l'université et puis à faire des sorties de lycée et parler beaucoup avec des enseignants, documentalistes de collèges et d'établissements scolaires. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous dire comment nous avons travaillé de manière concrète, Et du coup, et avant de passer la parole à Stéphanie, et ça c'est juste pour vous donner une idée, il en manque encore. Notre texte, notre livre, il est composé de beaucoup d'entrées. Stéphanie parlera un peu du processus justement qu'a mené à la constitution de ce sommaire et de l'écriture. Mais c'est juste voilà, pour vous montrer un petit peu en substance Bon, il devrait y en avoir encore 2 pour que ça fasse tout le livre, mais notre première entrée, notre premier chapitre s'appelle Gyrophare et suit le trajet justement de ce bus que vous avez vu en photo, qui amène les accusés tous les matins au tribunal depuis le centre de détention du Pontet. Et ensuite, en fait, nous, on arrivait tous les matins en même temps que ce bus-là. Et ensuite, en gros, le sommaire suit un peu le chemin de notre enquête. Donc, on arrive par ce bus, on rentre dans le palais de justice, on interroge, là, vous voyez, les personnes en charge de la sécurité qui se trouvent au portique de sécurité, les magistrats, les avocates. On a fait une vingtaine d'entretiens avec des avocates et des avocats des accusés du procès, qu'on a plutôt fait à contretemps, parce qu'ils s'étaient très occupés pendant. Mais qu'est-ce que ça a fait dans leur carrière? Quels sont les enjeux aussi dont on n'a pas forcément, qu'on n'a pas forcément en tête, des enjeux de notabilité locale. Avignon, le barreau, il n'est pas énorme. Qu'est-ce que ça fait quand c'est sa première plaidoirie, quand c'est sa dernière plaidoirie, de défendre un accusé au procès Pellico? Donc un peu ce off aussi de ce que ça a fait à des métiers du droit. On a parlé aux féministes, aux journalistes, et puis petit à petit on s'éloigne un petit peu du tribunal et ensuite on bascule un peu dans la ville. On aurait pu faire une cartographie du sommaire, mais finalement ensuite il y a des thèmes un peu transversaux, mais c'est pour vous montrer qu'en partant du tribunal, on s'en est ensuite éloigné à la recherche justement de ces lignes de faille, ces cassures, à la fois dans les quotidiens professionnels, mais aussi du coup dans les quotidiens de famille, dans les quotidiens de couple, dans la vie intime des personnes auprès desquelles on a travaillé. Du coup, si ça te va, Stéphanie, je te laisserai prendre la parole. Ça me va. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Parfaitement. Merci, Perrine.
Oui, comme Perrine l'a dit, on a fait une enquête de terrain donc qui a majoritairement duré pendant la tenue du procès, et donc qui était localisée à Avignon et Mazan, etc. Mais on a dû aussi continuer l'enquête de terrain en janvier, février et mars, cette fois-ci auprès des avocats, principalement auprès des avocats, puisqu'on ne pouvait pas les interroger pendant la durée du procès. Et donc, ce qui fait qu'on a rassemblé un matériau constitué de pièces hétérogènes qui est assez dense, donc des pages de carnet de terrain, des photos, des objets, donc des affiches, des dessins, des entretiens audio qu'on a dû retranscrire. Donc tout ça, ça nous fait de belles archives, donc un beau corpus. Et puis une fois l'enquête terminée, le corpus constitué, il nous fallait donc, comme le titre l'indique, il fallait écrire Mazan. Et donc là, au départ, on n'avait pas l'idée totalement d'un livre, en tout cas d'un livre qui ressemble à ce qu'il est actuellement. L'idée du livre est née à la fois de plusieurs choses. D'abord de la volonté de partager largement tout ce matériau inédit. Donc Perrine l'a dit au départ, on est quand même fonctionnaire, donc on y a une mission à assurer, mission de service public, et donc on voulait vraiment partager tout ce matériau, mais à un public assez large, pas seulement au sein de la communauté scientifique et dans des revues qui seraient lues que par des chercheurs et des chercheuses. Le deuxième élément qui explique l'idée du livre, c'est qu'on avait la nécessité de penser et de façonner tout ce matériau assez hétérogène et de le façonner collectivement dans une forme qui puisse rendre compte de la spécificité de notre approche. C'est quand même une approche anthropologique, et de la spécificité de son objet, puisque on est allé étudier les échos du procès dans la ville. Et c'est en ça qu'on se distingue un peu et qu'on complète les autres ouvrages qui ont été publiés sur Mazan, c'est-à-dire qu'on sort vraiment du tribunal et on regarde ce qui se passe autour du tribunal, presque plus que ce qui se passe dans le tribunal. Donc il fallait qu'on pense ça et qu'on façonne l'ensemble du corpus constitué de façon à rendre hommage quand même à cette spécificité même pour notre objet d'étude. Et puis l'idée du livre est aussi née du fait qu'on avait des propositions de publication par des maisons d'édition. Et là, notre envie étant à la fois de diffuser de façon très large le résultat de nos travaux, sans pour autant sacrifier la portée scientifique de nos recherches, et aussi de conserver, ça c'était très important pour nous, de conserver l'identité de notre laboratoire installé au cœur de Marseille, non loin d'Avignon. Donc pour toutes ces raisons, on a répondu favorablement à la maison d'édition Le Bruit du Monde. Donc vous l'avez ici reproduit sur la vignette. Alors Le Bruit du Monde, c'est une maison d'édition qu'on qualifierait plutôt de littéraire, puisqu'ils publient plutôt des ouvrages littéraires. Quand on va sur leur page, on s'en aperçoit. Mais qui a quand même une expérience, petite, mais quand même, une expérience de publication en SHS, ce qui signifie que c'est quand même les fondateurs, la fondatrice et le cofondateur de Bruit du Monde sont quand même très ouverts aussi aux travaux provenant des SHS. Donc ça déjà, ça a été pour nous très important. Et ensuite, le Bruit du Monde, ils ont réussi à répondre à nos exigences particulières parce que on voulait un ouvrage, comme Perrine l'a dit, qui puisse être publié rapidement. Ça veut dire début octobre. Donc rester dans l'urgence de l'écriture et dans l'urgence de la publication. Donc une sortie d'ouvrage début octobre. On souhaitait aussi que soit adoptée l'écriture inclusive avec point médian, ce qui n'était pas fait avant. Donc là, ils ont accepté aussi tout de suite. Et on souhaitait le principe d'un collectif octorial avec 14 noms en couverture, ce qui n'a jamais été fait non plus. Donc ça a été accepté. Et la dernière exigence qu'on avait, ce qu'on voulait vraiment faire par rapport à la façon d'écrire Mazan et de restituer ce qu'on a fait, on voulait une écriture fragmentaire, donc une écriture du fragment par chapitre. Ils ont accepté aussi. Donc on a eu quand même beaucoup de chance aussi de pouvoir publier dans cette maison d'édition qui est marseillaise. Alors l'ouvrage, il est souvent qualifié de livre fresque par la presse. C'est vrai qu'on a beaucoup de papier dans la presse. Tant mieux, j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Et donc l'ouvrage est souvent qualifié de livre fresque. En fait, il comprend 38 chapitres, dont une introduction et une conclusion. Et les chapitres font en moyenne 7 pages, d'où l'idée de la fresque. Mais c'est aussi un livre qui est qualifié de livre choral. Et là aussi, c'est important pour nous, cette histoire de livre choral, parce que
On peut dire que les chapitres, ils laissent d'une part entendre la spécificité de recherche des différents chercheurs et des chercheuses qui travaillent. Par exemple, Dorothée Ducy et Corentin Legras, ils ont signé des parties traitant de l'inceste, qui est quand même leur spécialité de recherche. Perrine Lachenal y aborde des questions de relations de genre. Riwanon Gouez revient sur les violences de genre aussi, et moi-même sur les pratiques d'écriture et les dynamiques discursives entre le palais de justice et la rue. Donc, des chapitres dans lesquels on était plutôt confortable parce qu'on savait que c'était nos domaines de recherche de prédilection. Et il y avait aussi d'autres chapitres avec des thématiques qui étaient appelées par le procès lui-même, et donc auxquels nous avons aussi dû contribuer. Là, nous sortait un petit peu de notre zone de confort de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'on devait avoir des chapitres dans lesquels on parlait de la figure du loup, plus largement la notion de bestiaire, tout le bestiaire qui a irrigué les discours sur et autour de Mazan pendant le procès. On a un chapitre sur la soumission chimique, un autre qui revient sur l'argument de la testostérone, qu'on entendait beaucoup dans les plaidoiries, ou sur les pratiques d'avocats. Donc, ce sont des chapitres qui ont été écrits par Céline Lesourd, Laurent Serrault, Raphaël Perrin, Michel Salor-Lopez, entre autres. Donc, pour ça, c'est un livre choral. C'est aussi un livre choral parce qu'il va au-delà des individualités et il fait entendre un style commun. Pour avoir ce style commun, c'est-à-dire une seule plume qui est lissée du début à la fin de l'ouvrage, on a consacré une résidence d'écriture grâce, encore une fois, à notre laboratoire. On a eu le soutien institutionnel, donc on est parti 3 jours hors les murs du laboratoire, tous ensemble. Et pendant ces 3 jours, on a relu l'intégralité des chapitres. On a lissé les chapitres entre eux et on a réécrit parfois des chapitres. On a bougé aussi ceux qui avaient rédigé d'un côté. On trouvait que ça allait mieux dans un autre chapitre. On a tout bougé et on a tout réorganisé. Alors je précise, quand on a fait ça, en général, on ne relisait pas ses propres chapitres. On les confiait à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi une expérience, une pratique de réécriture et de révision de ses propres écrits qui est très très intéressante et qui et à mon sens aussi fait partie aussi de l'originalité de la lecture et qui est beaucoup pour le style unifié qu'on trouve dans cet ouvrage. Donc on peut dire que à ce titre, cet ouvrage il résulte vraiment d'une écriture collective et c'est pas seulement la somme de chapitres individuels avec des contributeurs ou des contributrices comme on a l'habitude de le voir dans le monde académique. D'ailleurs, c'est un format octorial qui est assez original et qui complexifie d'ailleurs le référencement HAL, parce qu'on doit faire apparaître non seulement les 2 noms des coordinatrices au sens premier du terme que sont Perrine Lachenal et Céline Lesourd, et en même temps, au même niveau aussi, faire apparaître le nom des 14 auteurs et autrices de ce livre. Donc c'est pas très simple à référencer dans HAL, mais le fait que ce soit pas simple et qu'on sache pas trop comment le mettre montre aussi que c'est un format d'écriture assez original. Et puis moi, ce que je voudrais vous proposer, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais on va voir, c'est de vous donner à entendre la petite musique du style de Mazan, Anthropologie d'un procès pour viol, avec une lecture d'un de ces chapitres qui s'intitule « Ça ne concerne que les femmes ». Et je crois que j'avais demandé à Naïma et à Marlène de lire une partie de ce chapitre ou le chapitre. Je ne sais pas si vous êtes organisés avec Perrine c'est tout pour le faire. Ouais. Madeleine a les cheveux blancs et une voix douce. On pourrait parier, sans même avoir besoin de les regarder, que ses mains portent les marques d'une vie passée à travailler. Dans le restaurant qu'elle tient avec son grand-fils, les journées sont longues. Madeleine s'affaire sans cesse, en cuisine, en salle et derrière le comptoir. Le service du midi est souvent animé. C'est ici qu'aime venir déjeuner le personnel enseignant et administratif de l'université qui se trouve à quelques rues. Chaque début d'après-midi, éponge à la main et torchon sur l'épaule, Madeleine se charge de tout remettre en place et de nettoyer les tables. Elle pense souvent au procès en ce moment. Il lui en arrive des échos, pas tellement de sa clientèle, le restaurant est trop loin du tribunal, mais par la presse qu'elle consulte quotidiennement. Ce procès la fait réfléchir, notamment sur la nature humaine, tordue, dit-elle, et l'affect. Madeleine n'en parle pour autant à personne, pas même avec son fils, avec lequel elle partage ses journées.
C'est que, dit-elle d'un air las, ça nous concerne, nous les femmes. Il n'y a que nous qui puissions comprendre. Non loin de là, dans une boutique du centre-ville, Laura plie et replie, accroche des vêtements à des cintres, les dispose avec soin dans les rayons. Elle n'a même pas 30 ans, la moitié de l'âge de Madeleine. Longue chevelure brune, maquillage discret, elle aussi se dit ébranlée par le procès. En tant que femme, les guillemets, ça la touche, mais ça ne l'a pas surprise plus que ça. Avec ce procès, je ne suis pas tombée du 10e étage. Le viol, elle le craignait déjà. La méfiance, elle vivait déjà avec. Elle résume. On ne découvre rien, nous les femmes. Nous les femmes, il y a comme de l'écho dans les rues d'Avignon. Les voix de femmes résonnent les unes avec les autres. L'usage des pronoms ne trompe pas. Les femmes disent nous et parlent au pluriel. Elles généralisent. Elles disent chaque femme pour ne pas avoir à dire moi aussi. Elles témoignent de violences subies par un détour au collectif. On s'est déjà forcé à avoir un rapport sexuel, confie Laura. Ici et là, les bouches articulent les mêmes mots. On dirait presque un disque rayé ou un bégaiement, provoqué à la fois par l'expérience de la violence et par la peur de son irruption. C'est entre sœurs, copines, collègues, voisines qu'on se raconte, parfois à demi-mot, les agressions subies, les petites et les grandes et celles qu'on redoute. Comme Laura et sa collègue, qui se souviennent de blagues déplacées à l'occasion d'une braderie dans leur boutique de sous-vêtements, ou de cet homme qui voulait que l'une d'entre elles essaie devant lui les dessous qu'il voulait acheter, ou encore de cette autre qui les agresse alors qu'elles prennent une pause cigarette dans la rue adjacente, leur promettant de repasser pour régler leur compte. Elles enragent ensemble du sexisme ordinaire d'un médecin qui ne veut pas prendre au sérieux les vertiges dont l'une des deux souffre. Sur le campus de l'université, on passe en revue ses relations intimes. On raconte les copains, pas à la hauteur, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui s'en foutent, ceux qui se montrent agressifs à l'évocation du sexisme ordinaire. On raconte les violences vécues par des copines, on questionne l'hétérosexualité, on remet en question l'amour qui empêche une femme de quitter son mec s'il est violent. Toutes ces discussions offrent une illustration de ce que la sociologue Liz Kelly a nommé le continuum des violences sexuelles. Il ne faut pas envisager ce continuum comme un trait dessinant de manière rectiligne une chronologie, ni comme un axe vertical qui hiérarchiserait entre elles les violences, de la plus futile à la plus sérieuse. Le terme vient plutôt mettre en lumière que toutes les femmes font l'expérience de violences sexuelles, elles se socialisent en tant que femmes à travers ces violences, et qu'elles relient ces expériences de violence les unes aux autres. C'est la peur qui, dans les récits, semble constituer le lien premier entre les femmes croisées à Avignon ces jours-là. La peur du viol est même souvent présentée comme constitutive de leur condition de femme, quotidiennement, comme si ces éléments étaient indissociables. Être une femme, c'est se savoir violable. Cette peur, dans ses formes les plus extrêmes, c'est le commun des mortels. Elle préexistait aux 4 mois d'audience. Pour Laura, les femmes ne découvrent rien. L'affaire Pellico est une piqûre de rappel qui remet un coup de pression. Si la figure du violeur du parking souterrain effleure ça et là dans les récits inquiets, avec ce procès, c'est surtout la possibilité, statistiquement établie, d'une interconnaissance avec son agresseur qui remue. Ludivine, originaire de Mazan et installée aujourd'hui à Avignon, raconte qu'elle s'est empressée de regarder la liste des accusés pour dissiper d'emblée un doute intenable et vérifier que ni son père ni son frère ne s'y trouvaient cités. Nina, que l'on rencontre dans un bureau de l'administration de l'université, raconte un vacillement semblable. C'est difficile de faire encore confiance aux gens. Comment on peut faire confiance, même à un pote, même à ton mec? Les accusés manquants, cette vingtaine de violeurs encore en liberté qui ne seront sans doute jamais retrouvés, amplifient cette suspicion planante. Les gars qui sont en liberté, ça peut être tout le monde. Sa collègue renchérit. Oui, un gars dans le bus. Et Nina enchaîne, les yeux dans le vague. Ouais, ou ton mec, ça peut être ton mec aussi. Et si la peur s'intensifie pendant quelque temps, souvent sous l'effet de la proximité physique avec le tribunal et avec les accusés qui s'y comparaissent libres, on s'organise. On s'appelle, une fois chez soi, pour assurer à l'autre qu'on est bien rentré. Entre étudiantes, on invente des manières de faire. Les discussions avec les hommes ont du mal à s'amorcer. Claire, 45 ans, regrette que son homme travaille trop pour s'informer. Lola, 14 ans, déplore que ses copains de lycée prennent le sujet à la rigolade. Eux, à part les sports et les jeux vidéo, il n'y a rien qui les intéresse. Certains de nos interlocuteurs confirment que les femmes sont plus intéressées par le procès. Ils expliquent qu'il les concerne, oui, mais plutôt par ricochet. Ça me touche, j'ai une mère.
dit un tenancier de brasserie. « Ma sœur, c'est une femme, ça l'a touchée », renchérit le patron d'un sauna. Mais au fond, un mec hyper ouvert, ça reste un mec. Il ne pourra pas comprendre, conclut une serveuse. Comme s'il ne restait à la fin que des hommes et des femmes. Le procès contribuerait en ce sens à faire exister et dresser de part et d'autre deux blocs, et semble avoir échoué à instaurer une véritable conversation entre ces derniers. Merci Marlène. Je prends la suite, Stéphanie. Oui. Voilà, donc ça vous donne à entendre aussi notre écriture. Je suis en train de réfléchir que j'ai pas branché mon ordinateur. Pardon, je vais continuer en parallèle. Ouais, je veux bien, merci. Oui, voilà, on pourra aussi en reparler dans la partie qui sera dédiée à la discussion. On a eu dans le travail d'écriture en lui-même et ce qu'a bien dit Stéphanie, ce qu'on n'a pas insisté, c'est au moment de l'écriture, et ça c'est aussi une pratique très inédite dans la recherche. C'est pas seulement qu'on a tout écrit ensemble, c'est aussi que toutes les données qu'on avait rassemblées ont été mises en commun. Et ça, c'est assez peu commun pour le coup. C'est-à-dire qu'on faisait des entretiens nous-mêmes, on les retranscrivait, mais après que ce soit nos carnets de terrain, nos entretiens, tout est devenu une ressource collective. Donc chacune et chacun a ensuite écrit ses chapitres, parfois seul, parfois accompagné, en ayant en ressource les 1000 pages de retranscription d'entretien et les 300 pages de carnet de terrain de l'intégralité de l'équipe. Donc ça aussi, c'est une dimension intéressante. Et après, oui, dans l'écriture, on a eu, mais ça on pourra en parler aussi plus tard, des difficultés à trouver une place au silence qui ont émaillé notre enquête de terrain. C'est beaucoup plus facile de rendre compte de ce qui a été dit que de rendre compte de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas voulu être dit, pour que l'émotion empêchait de dire, que le statut empêchait de dire, que il y avait beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur autre chose ou qui n'ont pas voulu s'exprimer ou qui n'ont pas voulu nous rencontrer. Et on a beaucoup réfléchi, encore une fois, à 14, sur comment faire exister ces silences pour pas laisser croire non plus que dès qu'on se déplaçait quelque part, tout le monde avait envie de raconter un truc sur Mazan. Et donc voilà, donc on a d'abord pensé mettre des feuilles vides qui ponctueraient notre texte. Et puis finalement, on a décidé, il y a finalement deux chapitres principalement qui s'appellent De bonnes raisons de se taire et Silence prions, qui sont dédiés à ces motifs du silence, et on a essayé du coup de les catégoriser aussi parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on ne prend pas la parole et qui sont toutes signifiantes de manière différente. Voilà pour ce qui est de l'écriture. Et juste avant de repasser la parole à Stéphanie pour justement ce travail très singulier qu'elle a mené sur ses collages, sur ses écritures et sur la circulation de ses écritures, de dire que notre livre, du coup, il est sorti il y a 2 semaines. En mai, il y avait un très bel article dans Le Monde qui parlait du raz-de-marée éditorial qu'avait provoqué l'affaire des viols de Mazan. On est un titre parmi pratiquement une quinzaine de titres qui est sorti depuis la fin du procès, depuis même décembre, quelques semaines après la fin du procès. Il y avait notamment le livre de Manon Garcia qui s'appelle Vivre avec les hommes, qui était le premier ouvrage qui est là. Manon Garcia qui est philosophe et spécialiste de la question du consentement. Mais du coup, voilà, il a aussi fallu, et il faut toujours qu'on trouve notre place dans ce raz-de-marée éditorial et connaître, on va dire, notre singularité qu'on a déjà un petit peu présenté ici, ce parti pris donc du coup de départ qui est d'écrire l'ordinaire de cette période extraordinaire. Et c'est aussi, je pense, le sous-titre. Après Mazan, il y a écrit, notre sous-titre, c'est Anthropologie d'un procès pour viol. On a voulu tenir tout au long de l'ouvrage cette tension entre extraordinaire, tout ce qui était
effectivement extraordinaires dans ce procès, à commencer par le nombre d'accusés, bien sûr, et de son ampleur, et tout ce qui aussi, ce procès révélait d'un ordinaire des violences sexuelles en premier lieu, d'un ordinaire d'une vie quotidienne, hein, des uns des autres, des unes et des autres à Avignon. Donc cette dimension ordinaire, l'ancrage féministe, on en a déjà parlé, l'archivage aussi, on en a déjà dit quelques mots, on pourra en reparler aussi dans la discussion. Là, on est du coup concrètement en discussion avec les archives d'Avignon et puis les archives d'Aix-Marseille Université pour comprendre comment on peut déposer en toute sécurité, en respectant certaines données d'anonymat, etc., toutes les données qu'on a collectées sur le terrain pour aussi les rendre consultables pour dans 10, 20, 30 plus ans. Quand il y a une thésarde, un thésard voudra faire aussi un travail sur un autre procès, pouvoir avoir accès aux données qu'on a collectées. Et puis, et ça c'est vraiment juste un petit clin d'œil, mais de voir aussi que grâce à la parution de ce livre et des quelques temps du coup de rencontres qu'on a pu avoir autour, il y a déjà eu du coup une prise de contact avec le barreau de Marseille qui voudrait qu'on intervienne dans la formation des futurs avocates et futurs avocats depuis cette expérience sur le livre, une demande semblable de la part du rectorat, donc dans la formation des enseignants et des professeurs des écoles. Et donc ça, c'est voilà, pour nous, je crois, peut-être la chose la plus importante, hein, et qui est de défendre, et aussi du coup par le style dont tu as parlé Stéphanie, mais de défendre notre place de chercheuse dans la cité, dans le monde public, de défendre notre place, hein, et d'imaginer que aujourd'hui dans les procès pour viol, les experts sont psychiatres, entre autres. On aimerait que des experts en sciences sociales, en études de genre, puissent accéder aux tribunaux, participer au procès pour viol, ce qui, on imagine déjà, nous économisera beaucoup de poncifs qui sont toujours dits et avancés comme arguments, notamment sur la testostérone, notamment sur ce que c'est que le consentement, notamment sur ce que c'est que la violence, entre autres. Mais donc voilà, donc c'est un peu notre place un peu spécifique. Et du coup, on voudrait terminer justement en affrontant plus cette question de l'interdisciplinarité et donc en te laissant la parole, Stéphanie, sur les objets qui te concernent plus, et notamment la question de ces collages qu'on a vus spécifiquement sur les murs d'Avignon pendant ces 4 mois de procès. Oui. On a souhaité terminer par un petit zoom sur l'un des les premiers résultats qu'on a suite à notre enquête de terrain. On a choisi ces collages d'abord parce que le séminaire enquêté sur et avec le genre fait intervenir la notion d'interdisciplinarité dans l'équipe. Donc généralement on dit 14 anthropologues, on voit ça partout parce que l'approche est quand même une approche d'anthropologue, mais dans l'équipe il y avait un sociologue et une linguiste, donc moi-même, et donc les histoires d'interdisciplinarité sont posées. Le labo où on travaille est un laboratoire interdisciplinaire, on a des historiens, des sociologues, des anthropologues et des personnes qui travaillent en sciences de l'information et de la communication. Donc on a une habitude déjà de travailler ensemble, mais en plus les passerelles sont assez simples, peut-être évidentes parfois, pas tout le temps, mais quand même parfois, entre la sociologie, l'anthropologie et la linguistique, notamment quand on travaille sur des pratiques discursives ou des pratiques d'écriture, puisque ça, c'est mon domaine de recherche. Donc on s'est dit que vous présenter ça, ça avait du sens aussi. Ensuite, on a choisi de présenter ça parce que c'est un procès qui a été fortement médiatisé et dans la médiatisation du procès, les collages ont occupé bien souvent le devant de la scène. On a beaucoup entendu parler des slogans qui circulaient, des slogans féministes. Et donc, on a choisi de vous présenter ça. Et à travers cette présentation rapide des premiers résultats de recherche, vous pourrez avoir accès comme ça à des éléments du corpus, de notre corpus, qui font partie de l'archivage, d'un archivage à venir. Perrine en parlera certainement. Et donc, vous aurez un point de vue sur quelques photos qu'on a pu collecter. Alors, l'un des points d'entrée dans l'événement judiciaire et médiatique
pour moi, en tant que linguiste, il fallait que je trouve aussi ma place dans l'ensemble des chercheurs et des chercheuses qui sont partis faire du terrain. Moi, ça a été la prise d'écriture collective qui a animé le paysage urbain avignonnais durant la durée du procès. Donc, si je devais, j'ai mis les 2 premières citations parce que je trouve qu'elles s'adaptaient bien à ce qu'on voyait sur place à l'époque. Et puis, on le voit avec la photo qui l'illustre ici, près des remparts avignonnais. On pourrait détourner facilement l'expression de Roland Barthes à propos de mai 68 en disant que les associations, les habitants d'Avignon, les colleuses, durant le procès, ont pris l'écriture comme on prend la Bastille. J'avais vraiment pensé à ça en voyant cette photo. Et dans la même idée, on a toujours l'histoire de prendre quelque chose. Dans la même idée, Philippe Artière et Paweł Rodak, à propos des tags de Solidarnosc en Pologne, ont parlé de prise graphique de la ville. Et il me semble que c'est aussi une expression qui peut s'appliquer à ce que nous avons pu observer dans les rues d'Avignon, où on avait différents types d'écritures qui étaient exposées durant la tenue du procès, des écritures notamment posées par les associations féministes. Alors étaient représentées les Amazones d'Avignon, Oser le féminisme 84 et Collage féministe rebelle 84. Donc des associations féministes qui sont déjà très actives à Avignon, qui sont pas actives uniquement durant la durée du procès, c'est-à-dire que les Avignonnais sont déjà familiers, connaissent déjà les collages des féministes. Alors ces écritures contestataires, c'est une des formes possibles du répertoire d'action collective sporadique tel que le définit Tillet. Et donc notre corpus sur lequel on s'appuie, il intègre des photos. On a pris des photos des collages, tout le collectif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on partait, si quelqu'un voyait des collages ou des écrits particuliers, prenait des photos et on a mis tout ça en commun. On a des fois des exemplaires, on a des affiches, on nous a offert, on a pris ou on nous a offert des dessins aussi particuliers. On a passé des entretiens avec les colleuses et des entretiens avec les avocats, puisqu'il y a eu beaucoup dans les plaidoiries de référence aux féministes et aux collages féministes et aux slogans féministes qu'il y avait dans la rue. Et dans la rue, il y avait beaucoup de références à ce qui se disait dans le procès. Donc il y avait vraiment une dynamique d'échange, de réaction et de réponse entre le procès de la rue et le procès qui se passait au sein du palais. Et puis on avait aussi Lucille Florenza qui fait partie aussi du collectif, qui a passé aussi des nuits de collage ou qui a fait une nuit de collage avec l'un des collectifs féministes. Donc on avait tout ça et on a mis tout ça en commun, ce qui fait qu'on a énormément aussi pour ça, juste pour les collages et plus généralement les écritures, pas mal de données. Alors ces écritures-là, elles ont marqué l'espace public qui est autour du palais de justice et elles matérialisent un événement d'écriture. J'ai titré événement d'écriture dans l'événement judiciaire. Le concept d'événement d'écriture, je l'emprunte à Béatrice Frankel, qui s'en est servi pour désigner la fièvre scripturaire qui a, à la suite des attentats du World Trade Center, a poussé les New-Yorkais à, je ne sais pas si vous vous souvenez, à accrocher des milliers de messages dans le quartier des Tours. Et donc, ce quartier a été reconfiguré en véritable site d'écriture. C'était un peu spontané. Donc, cette notion d'événement d'écriture m'a paru très intéressante. Et dans la ville d'Avignon, à des moments, on a la ville d'Avignon qui était l'objet de formes d'action par l'écriture, que ce soit des manifestations écrites de soutien à Gisèle Pélicaud ou de contestation de ce qui se passait au sein du tribunal. Donc, on a un espace public qui parfois était saturé graphiquement d'écrits. Là, vous avez un exemple avec le 14 décembre, lors d'une manifestation de soutien à Gisèle Pélicaud. On a des femmes, des hommes, des enfants, des anonymes, pas que des féministes, des anonymes, des habitants, etc., qui sont venus accrocher des mots de soutien au palais de justice. Donc, on avait un palais de justice et les grilles du palais de justice qui étaient complètement couvertes de tous ces mots de soutien. Donc là, on a vraiment la matérialisation ce qu'on appelle un événement d'écriture. Et le même jour, on avait aussi des collages et des pancartes, on le voit de l'autre côté, qui exprimaient quant à eux plutôt la contestation féministe. Donc ça, c'est un des éléments qui est intéressant aussi parce que ça montre comment on a un événement particulier au sein de l'événement. Ici, pour le coup, l'événement graphique. C'est encore une fois une forme de contestation habituelle, mais là, c'est le fait que ça sature le paysage urbain qui est quand même inédit et plutôt original et lié à la tenue du procès. À la diapo suivante, on voit que dans la ville, il y a eu pas mal d'écritures exposées dans les rues d'Avignon et on retrouve des formes usuelles de la contestation. Alors, je vous en ai mis quelques exemplaires de ces différents registres d'écriture contestataire. On a des pancartes,
des affiches, des collages, des calicots ou des banderoles et des pochoirs. Et puis il y avait quelques manifestations plus originales et assez rares, hein. D'ailleurs, il y en avait qu'une ou deux, qui alimentaient aussi le répertoire de ces écritures exposées. Par exemple, vous voyez en haut à droite, on a des personnes qui portaient des messages agrafés sur leurs vêtements et qui se baladaient comme ça dans la rue. Donc là, le message, c'était « Mon corps est à moi, homme, tu ne me violes pas ». Et puis, en bas à droite, c'est le bar tabac du palais, juste en face du palais, où là, ils avaient choisi, le patron a choisi de floquer un t-shirt avec le slogan La honte change de camp, qu'il a mis sur un nounours et qu'il mettait tous les jours devant son bar tabac. Il a aussi fait faire des mugs avec La honte change de camp, mais il les vendait pas. Il les gardait, il les exposait, il les vendait pas. Donc, on a comme ça tout un répertoire d'écritures différentes. On voit les outils et les supports varient. On a des pochoirs, de la bombe, du collage, de la banderole, du papier. On a différents formats graphiques, de l'imprimé, du manuscrit. Et puis, on a aussi différents niveaux d'expertise de l'écrit, puisqu'on a des écrits qui respectent plus ou moins les normes académiques. En gros, il y en a avec ce qu'on appellerait conventionnellement, c'est pas notre cas en linguistique, mais ce qu'on pourrait appeler des fautes d'orthographe et d'autres sans faute d'orthographe, ou une plus ou moins grande maîtrise du français académique, on va dire. Donc tout ça, c'est une forme de variation. On montre qu'il y a quand même plusieurs types d'écriture et que ça peut révéler pas mal de choses sur les personnes aussi qui ont produit ces écritures. Autre élément intéressant, toujours je reste sur cette diapo, ces écritures, elles occupent des espaces graphiques qui sont habituellement réservés à des écritures institutionnalisées, c'est-à-dire autorisées. Les pochoirs, ils sont au sol. Et ils se mélangent parfois au sol avec les marquages colorés des réseaux souterrains qu'on voit parfois dans les villes. Les affiches, elles sont placardées sur des abribus et elles jouxtent des horaires qui sont légitimement apposés, des plans de ligne sur des abribus. Et les collages, ils habillent principalement des murs où on voit souvent des panneaux signalétiques. Donc on a à chaque fois ces écritures qui sont dites sauvages, tag, pochoir, graffiti, collage, qui rompent un peu l'ordre graphique, pour reprendre le terme de Philippe Artière, et qui sont une forme de réappropriation de l'espace public. Et à Avignon comme ailleurs, là on le voit quand on discute avec les colleuses, à Avignon comme ailleurs, coller c'est aussi une manière de se réapproprier un espace public que les colleuses disent masculinisé. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir à peu près où se concentraient ces collages. Donc dans la diapo suivante, la diapo suivante, merci. On voit ici l'exemple d'une cartographie qu'on fait au sein des chantiers féministes. Alors, on a fait cette carte avec Lina Dorel, Grégoire Dessin et Alice Iacono qui étaient stagiaires dans nos chantiers féministes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré toutes les photos des collages, on les a situées. Alors ça, c'est ce que font aussi en général les colleuses. Donc c'est pas nouveau, hein, c'est une forme de cartographie géographique du collage. Donc nous, on a situé nos collages dans Avignon. Et ça nous a permis de voir, d'une part, que les collages sont concentrés autour du procès. On le voit, autour du palais, pardon, on le voit ici. Ils sont rarement en dehors de la ville ou un peu loin du palais. Ils sont tous concentrés autour du palais et ils sont disposés à des points stratégiques. Donc, comme on le voit ici sur la carte, on a ce qu'on pourrait appeler des spots de collage. Par exemple, à droite, vous avez la route de Montfavet, je ne sais pas si on le voit, c'est là où il y a « Ils violent car ils ne respectent pas les femmes, car ils prennent du plaisir dans la domination, car ils pensent ne pas se faire prendre, car ils sont lâches ». Donc là, on voit qu'on a un ensemble de 4 collages, route de Montfavet. Donc ça a été fait, cette carte, les collages ont été faits pour la plupart dans la nuit, juste avant le verdict. Donc ici, on en a 4 qui sont regroupés là, et s'ils sont regroupés là, bon, d'une part, c'est parce qu'il y avait un mur large, bien éclairé, mais surtout et avant tout, c'est parce que c'est par cette route que remontait le camion de l'administration pénitentiaire qui amenait les co-accusés au tribunal. Et donc, ça nous a été confirmé aussi par l'entretien qu'on a passé avec une des colleuses qui a participé à ces collages, qui nous a confirmé qu'il était là pour que les co-accusés voient à chaque fois les collages quand ils vont au tribunal et quand ils en reviennent. Ça a été renommé, ce passage, le passage des violeurs, par exemple, comme on a eu la brasserie des violeurs. Donc, il y a eu beaucoup de points stratégiques qui ont été renommés aussi passage des violeurs, brasserie des violeurs.
D'autres collages, par exemple, La honte a changé de camp et la justice. Là, ce collage, il est situé toujours dans la nuit. Il a été fait avant le verdict et il a été situé juste à côté. Il jouxte le palais de justice, celui-là. Et enfin, de l'autre côté, on voit à gauche, en 2024, en France, 94 des violeurs sont acquittés. Ici aussi, on a tout un spot qui a été mis là, le long d'une route et un carrefour. C'est-à-dire que tous les collages sont encore une fois visibles et lisibles des personnes qui vont au tribunal et qui en reviennent. Et puis, on voit une petite ligne en face de l'avenue Pierre-Sémard. Ça, c'est toute l'avenue, c'est toute la rue qui mène à des lieux de sociabilité qu'on a identifiés, avec d'un côté les restaurants où déjeunaient au départ les 10 violeurs, et ensuite c'était le restaurant, la brasserie où déjeunaient les journalistes, et en face on avait le restaurant un petit peu plus cossu où les avocats avaient leurs habitudes et où Gisèle Pellicot allait aussi déjeuner. Donc on voit vraiment qu'on a une répartition géographique des collages qui est complètement dépendant de la tenue du procès et de ce qui va avec le procès. Un autre élément qui a été important pour nous, c'est la vignette suivante, c'est de montrer que dans l'espace urbain, les collages transforment le mur en support de dialogue. Dialogue social et politique, donc ils peuvent combiner militantisme, créativité artistique et ce qui nous intéressait à nous ici, ce qui était assez important pendant la durée du procès d'Avignon, c'était les multiples interactions graphiques qu'il y avait sur les collages. Par exemple, il était très courant d'avoir un collage et de lire sur des collages des messages manuscrits rajoutés sur le collage. Par exemple, ça pouvait être des cœurs qui étaient dessinés, des inscriptions manuscrites comme Gisèle est une sainte. Et on pouvait aussi trouver, à contrario, c'était assez intéressant aussi, des marques de lutte graphique entre des collectifs féministes. Alors là, je vous propose 3 photos qui montrent l'évolution d'un même collage, avec à gauche Justice pour Gisèle, Justice pour toutes, qui a été fait alors dans ce collage, c'est le pronom toutes qui cristallise les oppositions idéologiques entre d'un côté des colleuses qui militent pour toutes les femmes et rien que pour les femmes, donc d'où le pronom toutes, et de l'autre ceux qui le barrent et qui militent, qui intègrent à leur combat les personnes trans. Et donc sur le collage initial, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes, celui de gauche, c'est l'original, on a une correction qui a été posée en rouge avec la lettre S, tous, et no TERF, no TERF comprendre... je suis désolée pour l'anglais, no trans-exclusionary radical feminist. Et ensuite, on a de nouveau la 3e forme où les colleuses originales, donc du premier, les colleuses qui ont fait ce collage, ont enlevé le S et ont gommé le notaire, donc l'acronyme, en recollant dessus les femmes. Donc on a des éléments comme ça d'interaction graphique et surtout d'opposition graphique qui sont aussi assez intéressants pour montrer ce qui se passe. On peut entrer par le collage aussi dans les lignes de faille qu'il y avait entre les collectifs féministes, dont on parle aussi dans le livre, dans d'autres chapitres. Puis une autre manifestation intéressante qu'on a trouvée sur les murs d'Avignon, toujours en lien avec le procès, c'est l'émergence d'artefacts ou de dispositifs graphiques complexes, comme ceux que je vous montre ici, qui sont constitués de fragments hétérogènes. On a des collages et on a des affiches qui sont mélangées. Alors les collages, ils reproduisent les paroles des accusés et leurs arguments pour le moins discutables. Par exemple, on a « c'est un viol, mais je n'ai pas violé », Dixit Nizar H, ou « c'est un viol involontaire », Lionel Rodriguez, et « j'ai violé à contre-cœur ». Donc ça, ce sont des arguments qu'on a entendus, que les colleuses ont entendus dans au prétoire, dans la salle du palais de justice. Donc elles les ont reproduits. Et elles les ont mises en exergue par des guillemets, donc la citation devenant fidèle et devenant ainsi une preuve recevable. Et chacun de ces collages est accompagné de 3 mêmes affiches systématiquement. Donc dans chacun de ces graphiques, il y en a 3 en tout, et donc est accompagné à chaque fois de 3 affiches. L'une qui dit phrase d'un violeur entendu au procès, et donc elle contextualise le propos qui est écrit, et elle reproduit, et elle permet d'en faciliter l'interprétation dans l'espace public. Le passant comprend que la citation vient d'un des
accusée, d'un des accusés. Et puis on a 2 autres affiches qui portent la voix d'un contre-discours féministe. Donc il y en a une qui est non, on la voit en bas, bien, non, un viol est un viol. Donc ça, c'est une mécanique rhétorique, c'est-à-dire que vous en avez peut-être entendu parler, mais Maître de Palma, à un moment, émis un distinguo dans sa plaidoirie en disant qu'il y avait viol et viol. Pour faire la différence entre la définition médiatique du viol et la définition légale du viol. Ce qui est une interprétation abusive, mais bon, le slogan, la parole, il y a viol et viol, a donné naissance à une réponse qui est un viol est un viol, et ensuite c'est devenu non, un viol est un viol. Donc ici, c'est un contre-argument qui vient évidemment annuler la valeur de vérité du propos des accusés et qui refuse d'annexer la qualification du viol à la notion d'intentionnalité. Et puis sur l'autre affiche, la dernière, on a sur une paire de ciseaux qui relève de l'iconographie féministe. Donc ça nous semble aussi intéressant, on travaille aussi là-dessus parce que ça montre aussi comment on a une interaction fictive qui est mise en place par les colleuses et qui matérialise une sorte d'extension symbolique du tribunal sur les murs avignonnais. Et puis on a comme ça, dans les murs d'Avignon, un dialogue contradictoire et l'opposition de 2 systèmes avec des lois différentes, en quelque sorte, celui du patriarcat et des violences faites aux femmes d'un côté, du côté du violeur, dont la citation est reproduite, et puis de l'autre, celui des droits des femmes à disposer de leur corps, par exemple. Voilà, donc ça, ce sont quelques éléments pour le moment que je vous montre et ce qu'on a pu tirer grâce à une mise en commun, encore une fois, de tout ce qu'on a cherché sur Décollage, les féministes, ce qu'on a trouvé aussi dans les entretiens avec les avocats, parce que on a passé énormément d'entretiens, comme le disait Perrine, avec les avocats de la défense, dans lesquels on les questionnait aussi sur le rôle des collages, ce qui s'était passé avec les collages, ce qu'ils pensaient du collage, de ce qu'avaient écrit les féministes, voilà. Ce que je peux en dire, Perrine, si tu veux reprendre la main. Merci. Ouais, merci beaucoup, Stéphanie. Oui, voilà, parce qu'au cours du procès, il y avait eu du coup des injonctions et des demandes officielles des avocats de décoller certains collages qui étaient devant le tribunal. Et donc, typiquement, on a pu aussi avoir la chance d'avoir un entretien avec la personne qui est venue décoller, la personne qui était mandatée par la ville d'Avignon pour en fait décoller et qui nous expliquait que lui, il essayait de faire des distinguos et que certains collages qu'il trouvait jolis, notamment il y avait des grands portraits de Gisèle Pellicot en pied, là, il les touchait pas par soutien, mais que les autres, ceux qui étaient offensifs ou qui nommaient des accusés, lui, il les enlevait. Donc voilà, c'était intéressant aussi de voir ces petites mains du procès et qui avaient du coup quand même les mains dedans, comment elles se positionnaient depuis leur métier, en l'occurrence là, de responsable de la propreté de la voirie. Et puis en termes aussi d'institutionnalisation, le décollage institutionnalisé, c'est-à-dire la mairie qui a demandé à ce que ce soit décollé et le silence qu'il y avait autour de ça, parce qu'on n'a pas vraiment réussi à savoir, ni par la mairie, ni par un des avocats qui était proche de la mairie, exactement ce qui se passait, comment il décollait, etc., etc. Donc là, il y a un silence aussi à ce niveau-là. Voilà, du coup, je crois on avait mis une petite bibliographie, mais qu'on pourra aussi vous envoyer le PowerPoint et la laisser à votre disposition. Et puis sinon, on terminait sur ça, Stéphanie et moi. Donc merci de votre attention. Merci beaucoup.